Bonjour, je vais essayer de faire un petit récapitulatif de l'histoire de la République, parce que beaucoup de gens confondent République avec Constitution, confondent les systèmes, le rapport avec la Déclaration des droits de l'homme et ainsi de suite. Donc, au départ, la République, ça a été pensé par les Tarquins. Ce sont les Tarquins qui sont à ce moment-là les dirigeants de Rome, et c'est principalement Tarquin le Superbe, le roi de Rome. Et donc ça commence là, l'histoire de la République. C'est un titre de chef de guerre, c'est toujours d'une époque où avant tout on parle de chef de guerre et de nation. Et puis lorsque l'État s'effondre, toujours par l'oligarchie qui naît du système de la République, les Étrusques s'effondrent et ça devient romain. Et donc après, c'est Rome qui porte l'histoire ou l'idée de la République, puisque là, on est bien avant Jésus-Christ. Ensuite, l'histoire est reprise parce que ces familles riches, une fois qu'elles sont riches et que la société s'effondre, les familles et l'argent qu'elles ont accumulé continuent de s'installer. Donc certains vont débarquer en Sicile, d'autres vont continuer à Rome et d'autres vont émigrer jusqu'en Grèce. Et donc l'idée elle-même est reprise, mais avec réflexion cette fois-ci par des gens comme Platon, Aristote, etc., qui nous ont laissé quelques ouvrages sur leur façon de concevoir le principe de république. Donc quand les gens vous parlent de la république athénienne, c'est totalement absurde. La république athénienne était basée sur l'esclavage, sur le fait que seules les familles les plus riches ont le droit de voter. Donc c'est une drôle de dire que la République athénienne, c'était la formule aboutie d'une vraie démocratie. C'est complètement stupide. Et donc, dans une société comme celle-là, les familles extrêmement riches, qui peuvent se payer des gardes du corps, qui peuvent se payer leurs petites armées personnelles, sont celles qui décident de l'avenir de la ville, de la cité. Et donc l'histoire continue. À chaque fois, il se passe toujours la même chose, à savoir que la République amène la corruption. Le système de corruption permet à des gens de s'enrichir outrancièrement. Et ensuite, la République provoque l'effondrement de la société. Et que ce soit les Romains, que ce soit les Grecs, lorsque les sociétés s'effondrent, les gens les plus riches passent à la nouvelle société qui va naître. Et donc, lorsque l'Empire romain commence à se dilater, à s'effondrer, je crois que c'est aux alentours de 400 ou 500 après Jésus-Christ, alors les familles riches qui ont pillé l'Empire commencent à s'installer ailleurs, et c'est là que naissent des zones qui arrivent avec un apport financier énorme qui fait qu'elles ont tous les pouvoirs à nouveau. Et donc c'est là qu'on voit la naissance de Venise, de Florence, des grandes villes, et qui en fait est toujours la même succession de richesses accumulées au départ et qui se transmettent peu à peu et qui continuent jusqu'à nos jours. Et donc ces richesses fabuleuses ont amené des régions comme Florence, où des républiques ont été installées dès le 12e, 11e, 12e, 13e siècle, donc après le passage de Gengis Khan. Et puis, ce système de république se continue un petit peu jusqu'à l'effondrement, encore une fois, des républiques florentines, où encore une fois, c'est l'oligarchie qui s'installe et les gens ne veulent plus du tout de cette république. Et on arrive à Machiavel, au XVIe siècle, qui est recruté, entre guillemets, par une famille espagnole extrêmement riche et qui rêvait de prendre le Vatican, c'est-à-dire de prendre la tête de l'empire chrétien, parce qu'à cette époque-là, c'est la même chose, c'est toujours l'empire et l'argent qui les intéressent. Et donc les Borgia utilisent Machiavel et ses idées, et Machiavel devient l'ami d'un Borgia à qui il permet donc d'accéder au trône, mais avec l'intelligence de lui présenter cette république sous la forme parfaite d'un système pour faire croire aux gens qu'ils sont décideurs, pour donner l'impression, l'illusion de démocratie, et ensuite
installer cette famille au pouvoir du Vatican. À cette époque-là, le Vatican lui-même rivalise avec les rois de Rome, avec tout ce qu'il y a autour. C'est une rivalité qui existe entre la religion et la monarchie et qui se poursuit tout au long des siècles qui suivent jusqu'à cette révolution française qui est encore une fois une fausse révolution. La réalité n'a rien à voir avec ce qui est présenté dans les écoles aux enfants. C'est complètement mensonger. L'histoire réelle, ce sont les riches de la haute navigation qui ont commencé à conquérir les provinces éloignées, telles que la France, c'est la Martinique, la Guadeloupe, Haïti, etc. D'autres, c'est d'autres régions, et puis en plus l'Afrique, et donc le commerce, l'esclavage essentiellement. Et là, il y a des gens qui font des fortunes, mais toujours sur le même principe. Le principe, pour faire fortune, c'est d'être totalement dépourvu d'empathie, être capable de faire le pire et de n'avoir aucune limite dans le crime. Et là, vous devenez extrêmement riche. Ce qui est le cas donc de tous les négriers qui ont profité de tous ces voyages pour amener les Africains en Amérique et qui ont trouvé là-bas en Amérique un supermarché puisque les gens achetaient des esclaves à volonté pour développer leur commerce et leur culture, etc. Et puis, ces négriers avaient vite compris que si dans un bateau qui est prévu pour 500 esclaves, au lieu d'en mettre 500, on en met 1000, ceux qui arriveront au bout du voyage, même s'il y en a 200 qui meurent au passage, il en restera quand même 300 de plus que l'autre. Donc l'autre qui va respecter la quantité d'esclaves qui est prévue dans le bateau, ben, il arrive sur place, il n'a que 500 esclaves à vendre. L'autre, il en a quand même 300 de plus, même s'il en a perdu 200 au passage. Simplement les entassant, etc., il arrive à en avoir plus à vendre. Et au bout de 2 ou 3 voyages, eh ben, il rachète le bateau de l'autre, parce que l'autre, tant qu'il a des scrupules, tant que l'autre a des limites, ben, c'est celui qui n'a aucune limite qui gagne le plus et qui finit par acheter le bateau de l'autre et son commerce d'esclaves et ainsi de suite. Donc, tout cela est parfaitement documenté, facile à découvrir, etc. Donc, tout ce que je vous dis là est très facile à vérifier dans tous les ouvrages que vous voudrez, tous les ouvrages historiques. Les seuls endroits où il faut éviter d'aller chercher les informations, c'est Wikipédia, bien sûr. Parce que là, vous avez les mensonges officiels, etc. Donc, la réalité est complètement différente. Ensuite, ce système de république qui a été remis au point par Machiavel a commencé déjà à être pris par la franc-maçonnerie anglaise, qui, grâce à Cromwell, ont commencé à développer une franc-maçonnerie qu'on appelle opérative ou spéculative. Donc la franc-maçonnerie opérative, qui continuait en France, en Allemagne, à peu près partout, en Angleterre devient spéculative avec des nouvelles règles, comme quoi les bourgeois, ceux qui sont enrichis, peuvent entrer dans la franc-maçonnerie, en plus des vrais maçons, des vrais gens du bâtiment. Et donc, lorsque Cromwell donne cet exemple, avec en plus le travail de Machiavel, qui avait parfaitement explicité comment exploiter la République, alors ensuite on arrive aux révolutions qui servent à établir des républiques. C'est pas forcément l'idée première. L'idée première de la Révolution en France, c'était la franc-maçonnerie avec essentiellement le frère ou le cousin ou je sais plus quoi du roi de France, de Louis XVI, qui était le mec d'Orléans. Et donc le cousin du roi, qui est Louis-Philippe d'Orléans, qu'on appelle aussi le roi égalité ou Louis égalité, je ne sais plus, avait prévu avec les autres francs-maçons, parce que tout ce XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie avait commencé déjà, grâce à l'opération de Cromwell, à se transformer, c'est-à-dire à accepter la franc-maçonnerie spéculative. Donc, on a, depuis le début du XVIIIe siècle, donc dans les années 1700, on a déjà un tas de loges maçonniques qui commencent à accepter
les négriers, tous les gens qui ont fait fortune dans la navigation, dans l'exploitation des colonies. Et donc, la nouvelle franc-maçonnerie commence à cette époque-là. Elle avait déjà débuté fin du XVIIe siècle. Et donc, l'un des principaux dirigeants de cette franc-maçonnerie pour la France, c'était Louis d'Orléans, Louis-Philippe d'Orléans, donc le roi égalité, je ne sais plus comment on l'appelle. Et donc, ce mec avait fomenté, grâce à la franc-maçonnerie installée dans la région parisienne, donc il y avait les martinistes, il y avait les philatélistes, non, les philalétistes, ou je ne sais plus comment ça va. Il y avait différentes loges déjà installées dans la région parisienne, et donc avec eux, il avait fomenté de faire bouger la population, d'exciter les gens contre le roi pour prendre sa place. C'était la première opération prévue. Et puis qui a mal tourné, puisque les gens ne voulaient pas de lui. Donc il a essayé de prendre la place, et après 1789, en 1789, le mouvement se déclenche, la population est utilisée pour réclamer, etc., puisqu'on l'avait affamé au préalable, et la franc-maçonnerie, là, commence à entrer en jeu pour arriver à virer le roi et installer le fameux Louis-Philippe à la place du roi de France. Et puis, comme il déplaît énormément aux Français, on se trouve dans une période entre 1789 et 1792 où c'est un peu un flottement. Il y a des assemblées constituantes qui se créent, il y a différentes formes d'assemblées. Mais auparavant, il y avait eu deux choses importantes. Une première qui était le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça a été admis par tout le monde. Alors, bien sûr, par le peuple, qui était content de trouver un texte de loi qui représente l'égalité, qui représente les droits d'accès aux plus hautes fonctions, selon l'intelligence, selon le mérite. Et donc, tout ça, ça convenait à tout le monde. Et ceux qui étaient bien sûr opposés, c'était la franc-maçonnerie qui voulait absolument tout prendre pour eux. Et ils ne pouvaient pas publiquement s'opposer à cette déclaration des droits de l'homme. Donc, ils ont fait semblant, eux aussi, de l'adopter. Ce qui fait que ça convenait à tout le monde. Et dans ce schéma, pendant 2 ans, les francs-maçons ont essayé d'organiser des assemblées constituantes pour établir sur quelles règles on va fonctionner. Et puis, quand on décide finalement qu'il faut arrêter avec la monarchie et arrêter aussi les pouvoirs de la religion, c'était aussi l'occasion de piller les richesses au passage. Là, la franc-maçonnerie s'est organisée pour créer ces assemblées et a abouti à couper la tête du roi et de la reine et à piller tous les biens de l'Église. Donc ça, c'est le début de la première République qui est provoquée, qui est déclarée en 93. Donc, peu de temps après tous ces remous, une fois pillé l'Église et la monarchie, ça permettait à cette assemblée de prendre toutes les richesses de France qu'avait accumulées l'aristocratie et qu'avait accumulé le clergé. Ce qui fait que lorsque ils démarrent leur République, ils voulaient absolument que tout le monde soit d'accord pour la République. Parce que ça, c'est ce qui, avec le système de Machiavel, qu'il expliquait très bien, permet de faire croire aux gens qu'ils deviennent les patrons, permet de faire croire au peuple qu'il devient libre et qu'il fait ce qu'il veut et que c'est lui qui décide, alors qu'en réalité, c'est l'Assemblée de la maçonnique qui dirige totalement le pays et qui lance à ce moment-là un concept un peu spécial, les sans-culottes, c'est-à-dire soit vous êtes républicain, soit vous n'êtes pas digne de vivre. Et donc c'est là où commence le génocide vendéen, c'est là où commencent les massacres un peu partout en France pour tuer tous ceux qui ne veulent pas de cette république. Rappelez-vous surtout une chose très importante, c'est que cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen résulte des penseurs du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc des gens comme Montesquieu, des gens comme Condorcet, les penseurs même d'autres pays, en Angleterre, en Allemagne, il y avait des philosophes.
Et ce sont un petit peu toutes ces connaissances qu'on appelle les Lumières qui ont abouti à créer cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui était très intelligemment conçue puisqu'elle prévoyait tout ce qui pourrait arriver et garantissait que ça ne pourrait pas arriver, donc de protéger totalement une nation française, avec l'appui de Talleyrand en plus. Donc il y avait vraiment tous les outils pour garantir une nation française stable, dans ses frontières, équilibrée, sans guerre, etc. Et bon, la franc-maçonnerie a combattu ces droits de l'homme déjà en voulant installer une république et en faisant semblant d'adopter les droits de l'homme qu'ils ont fait figurer dès la première. Et cette première république a provoqué ce qu'on appelle la terreur. La terreur, une période de quelques années pendant laquelle c'était massacre sur massacre partout pour tous ceux qui refusaient cette république. Et puis arrive Napoléon qui lui remet un peu de l'ordre, même si il a mis la pagaille ailleurs. En tout cas, en France, ça a remis de l'ordre. Et puis lui aussi était franc-maçon. Il faisait partie de ce bloc de gens qui avaient profité de l'esclavage, de la grande navigation, etc., pour les colonies. Et donc, avec tout ça, bah, on se retrouve avec des gens qui s'influencent mutuellement, se partagent les mêmes idées. Donc, vous avez Napoléon, vous avez Lafayette, vous avez tout le Talleyrand. Tous ces gens sont de la franc-maçonnerie, mais avec des esprits différents les uns des autres. Et comme la France était intervenue dans les affaires américaines, Lafayette a eu son impact et entre-temps, d'autres avaient pris contact avec ceux qui ont commencé dès le début du 19e siècle, du 18e siècle, pardon. Donc, dès le début des années 1730-1740, à infiltrer la franc-maçonnerie pour s'en rendre les maîtres. Donc, il y a toute une branche de francs-maçons qui sont uniquement des bourgeois devenus très riches grâce à l'exploitation de l'esclavage et des colonies. Et puis ensuite en Allemagne, qui avait très peu de colonies et très peu de pouvoir sur cette grande navigation qui était essentiellement italienne et française et anglaise, l'Allemagne, elle, a développé les concepts des Illuminati, c'est-à-dire basés sur l'influence de gens totalement opposés au judaïsme, donc principalement Sabbatai Tzvi, qui voulait se faire reconnaître comme le roi des Juifs, et qui en fait avait inventé un concept bizarre consistant à imposer le satanisme dans le judaïsme. Et bien sûr, il s'est fait jeter par les rabbins. Ensuite, il a été obligé de se convertir et de devenir musulman. Et parmi ceux qui l'ont suivi, il y avait la famille Franck. Et Jacob Franck, qui est un petit-fils de ceux qui suivaient Sabbatai Tzvi, Jacob Franck réinvente ce satanisme, mais avec beaucoup plus de subtilité. Donc, il crée le principe de sa religion, c'était des temples dans lesquels on faisait des orgies. Et il s'était rendu compte que lorsque des gens importants se trouvaient invités à participer à cela, plus on les faisait participer et plus ça donnait des outils de chantage à ceux qui restaient là. On ne voulait pas que des gens qui étaient, parce qu'à cette époque-là, les religions étaient extrêmement puissantes, avaient énormément de pouvoir judiciaire, et en même temps, elles avaient les règles, c'est elles qui détenaient, transmettaient les règles morales. Donc les gens à qui on faisait franchir ces règles morales et avec des témoins, étaient faciles ensuite à menacés de chantage. Donc, grâce à cela, Jacob Franck, petit-fils donc de celui qui suivait Sabbatai Tzvi, arrive en Allemagne. Au passage, il il développe sa secte en Moravie, en Podolie, en Pologne, en Ukraine, et il arrive en Allemagne. Et quand il arrive en Allemagne, il rencontre deux personnages qui vont avec lui fonder la première secte majeure, qui existe toujours malheureusement. Cette première secte majeure, ce sont les Illuminés de Bavière. Donc il rencontre Adam Weishaupt, qui lui est un jésuite déjà rompu à toutes les techniques et aux sermons jésuitiques qui étaient déjà dans le satanisme, et Amier Mayer Rothschild, le fondateur de la dynastie Rothschild, qui était
qui avait été élevé au nom des grands banquiers de cette époque grâce aux familles italiennes de Venise essentiellement, qui avaient fait monter la puissance des Rothschild et qui leur a servi pour les référencer. Les référencer en particulier auprès d'une société, d'un groupe qui s'appelle les familles Drum et Taxi, qui étaient les familles qui géraient les postes. Et en gérant les postes, ils fournissaient à Rothschild la possibilité de gagner du temps par rapport aux autres, de contrôler la poste et en même temps de prendre connaissance des secrets des autres. Et donc Rothschild a fait un accord rapidement avec les Drum and Taxi et ça fait une des premières puissances européennes très rapidement. Et ce groupe allié s'est retrouvé avec tout le satanisme naturel, on va dire, de Jacob Frank, qui veut détruire toutes les religions, mais a commencé déjà par détruire le judaïsme. Ensuite, Adam Weishaupt, qui veut détruire le christianisme, et Mayer Rothschild, qui fournit l'argent. Et en fournissant l'argent, ils lancent ensemble les Illuminés de Bavière, donc vers 1770, et lancent un concept qu'ils veulent introduire à travers la franc-maçonnerie, parce que dans les sociétés occultes qui existent à cette époque, il y a bien sûr les Templiers et tout ce qui reste des Templiers. Et il y a, marié avec les Templiers, la franc-maçonnerie. Donc il fallait pouvoir englober toutes les sectes occultes dans un seul concept qui était le leur, et prendre le pouvoir sur le monde entier. Et ce concept de fou qu'il lance à cette époque-là sous le nom des Illuminés de Bavière est mis ensuite écrit par un type qui s'appelle von Zwack et qui rédige un testament de Satan. Ce premier ouvrage qui a disparu aujourd'hui, il est impossible de retrouver des traces, sauf quelques feuilles qui ont été saisies par la police de Bavière et qu'on peut trouver, je crois, à Munich. Mais donc quelques pages sont apparues sur Internet au tout début de l'existence d'Internet et sur lesquelles, par hasard, je suis tombé. Et donc, ce premier ouvrage du Testament de Satan a été saisi par la police quand ils ont fermé les Illuminés de Bavière. Et eux mettent la main sur toute la franc-maçonnerie en créant des clubs qu'on appelle les clubs de Jacobins. Et les Jacobins, en honneur à Jacob Frank, qui peuvent pénétrer, grâce à cette franc-maçonnerie, ils peuvent pénétrer toute l'Europe, tous les pays d'Europe, du Danemark à la Suède, en passant par l'Italie, l'Espagne, etc. Et donc, ces clubs de Jacobins deviennent la plus grande puissance qu'il y a et créent 1000 clubs en même pas un an. Je ne sais pas si vous imaginez créer un club, louer les locaux, organiser tout ça, trouver les gens. Enfin, c'est une structure gigantesque. Et en moins d'un an, grâce à l'argent Rothschild, ça se développe à une vitesse folle et ils prennent possession des principales loges maçonniques. Entre-temps, certaines loges étaient restées complètement nobles, avec l'ancien esprit des loges franc-maçonnes, qui étaient avant tout des intellectuels et des penseurs et des philosophes, voulant apporter du bien à la société. Et parmi tout cela, il y a une loge écossaise importante qui est menée par un monsieur qui s'appelle Robison, et qui, en constatant cette pénétration des Illuminati dans sa loge et dans les loges autour, écrit un livre pour dénoncer le complot des Illuminati. Et donc il est le premier pratiquement à révéler les plans de corruption mondiale par lesquels les Illuminati espèrent prendre le pouvoir sur toute la planète. Et à cette époque-là, la planète pour tout le monde, c'était le monde occidental. Pas tellement plus que ça, c'était l'Europe et les États-Unis. Donc, un monde assez réduit pour que, dans leur imagination, devenir les maîtres du monde, c'était les maîtres de l'Europe et des États-Unis. Et donc, les Illuminati, on voit rapidement les principaux de leurs membres. Dès avant la création des Illuminés de Bavière, ils avaient déjà envoyé leurs principaux membres aux États-Unis et commencé à prendre le pouvoir là-bas par ces sectes.
Et donc, les deux sociétés ont avancé un petit peu en parallèle. Les Européens ont été aidés les Américains à installer un pouvoir complet contre les Anglais et contre l'Espagne, qui, elle, avait pris le Mexique. Donc tout ça, c'est une pagaille historique monstrueuse dans laquelle les Illuminati ont joué les rôles majeurs sans jamais être vus ni découverts. Ils sont toujours restés cachés. Et si vous recherchez tous les principaux présidents américains, vous ne trouverez que des francs-maçons. Même chose en Europe. Dans toute l'Europe, tous sont affiliés à la franc-maçonnerie. Et donc, la franc-maçonnerie est devenue la secte mafieuse au service des Illuminati. Ces Illuminati n'ont pas osé affronter directement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui avait déjà pris une ampleur énorme. Napoléon, qui avait adopté les loges maçonniques, était également sous leur influence. Donc, tout le reste de l'histoire du 19e siècle s'est formalisé grâce à Mazzini et Albert Pike, qui avait déterminé un programme menant à prendre le pouvoir sur le monde entier, puisque là, déjà, le monde avait avancé, on connaissait mieux l'histoire du monde, on avait découvert qu'il y avait la Chine, qu'il y avait l'Inde, qu'il y avait d'autres régions dans le monde, et donc, on a pris la dimension de ces autres régions du monde. Et donc, pour convaincre tout le monde et aboutir, il fallait des grands moyens. Albert Pike y pense profondément, fait partie des gens qui ont toujours des psychopathes sans aucun scrupule. Et donc, lui, il était maître du Ku Klux Klan, donc il fallait éliminer les Noirs d'Afrique et les garder en esclavage. Et en même temps, il devient grand maître des Illuminati pour toute l'Amérique. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, en contact avec Mazzini en Europe, il détermine les règles par lesquelles ils peuvent y aboutir, et c'est là qu'il détermine ces règles, créer une première guerre mondiale, puis une seconde, et enfin aboutir. Et donc, ces règles qu'ils déterminent ensemble sont écrites sur une lettre qu'on a retrouvée, qui existe au Muséum de Londres. Et donc, bon, ils l'ont cachée depuis, mais elle existe toujours. Elle a été vue par beaucoup de gens qui l'ont photographiée, qui en ont pris tous les termes, et donc qui est révélée ensuite par William Guicard en tout premier, qui en parle dans un de ses ouvrages sur les Illuminati et sur le secret derrière. Car durant tout le XXe siècle, tout ce qui se passait restait complètement secret, fermé par le Club Bilderberg, la CFR et la Trilatérale. Ce sont les trois organismes majeurs. Et donc, c'est durant cette période, à la fin du XIXe siècle, qu'il prévoit déjà la création de la Société des Nations, qu'il prévoit tous les organismes internationaux qui ne sont pas internationaux, qui ont tous été créés par les États-Unis, c'est-à-dire par l'Amérique. L'Amérique menée par Albert Pike est menée par la franc-maçonnerie depuis le départ. C'est ce qui fait que l'Amérique a toujours vécu sur la guerre et s'est toujours enrichie par la guerre, et qu'aujourd'hui, la vraie puissance américaine, elle est dans les sociétés d'armement, d'aviation, dans l'aéronautique, à la NASA, etc., qui sont les vrais pouvoirs américains. Et le vrai pouvoir américain, c'est basé sur l'argent, sur le dollar, c'est basé sur l'escroquerie, sur la guerre, et ce sont les moyens classiques des psychopathes. Les psychopathes qui, entre-temps, ont mieux vécu, mieux découvert l'utilité du sexe sur les populations, et qui, dans les années 50-60, ont commencé à développer ces relations en installant un peu partout les concepts Illuminati à travers les loges maçonniques, dans lesquelles on trouve le plus de drogue, le plus de partouzes, le plus d'orgies qui se font, et qui petit à petit vont se dévier, parce que là on retrouve un concept qui est celui de toute l'histoire humaine, c'est toujours le plus, plus, plus. Le plus, 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 c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça devient commun, tout le monde le fait. Alors après, il faut passer à un autre niveau. Donc déjà, l'orgie,
pas mal d'hommes avec une seule femme, ou tout ce qu'on veut comme forme d'orgie. C'était extrêmement choquant au 18e, au 19e, et au 20e, ça commençait déjà à l'être moins. En revanche, commencer à aller chercher des anomalies, à faire le plus anti-moral, ça a commencé à avoir du succès. Donc, on commence à introduire les enfants. Et puis, après les avoir introduits, ce qui s'est fait depuis le 18e, 19e, on commence à les sacrifier, puis à les manger. Puis, et au fur et à mesure qu'on monte dans l'ignominie, et là, on trouve les gens les plus impliqués, les plus faciles à faire chanter. La drogue aide énormément, et donc on arrive à avoir les gens les pires. Et quand on a les pires, il faut se servir des structures qu'on a, c'est-à-dire de toute la franc-maçonnerie, pour les sélectionner. Et on met au point un système de sélection pour que les pires, on les fait se révéler, on les amène à ces situations pour les faire chanter, et une fois qu'on les contrôle parfaitement, on les fait monter au plus haut des gouvernements. Et c'est comme ça qu'on a les gens les pires qui dirigent le pays, avec toujours l'opposé à la réalité. Et donc les gens les pires sont toujours les mieux habillés, sont toujours ceux qui ont l'air le plus présentables. Et on en est arrivé à notre système où la République a fonctionné donc avec une première République qui a généré la terreur et qui a provoqué les génocides, une seconde République qui a duré quelques années à peine, puisque Napoléon III a repris le pouvoir, mais le vrai changement a commencé en 1848. Et ensuite commence la troisième République après Napoléon, qui voit les privilèges se développer, les normes entre eux, toutes les normes maçonniques se mettent en place à travers la République, la troisième essentiellement, avec toute cette succession de gouvernements qui se succèdent les uns les autres, mais qui enrichissent chacun au passage. Et c'est comme ça qu'on arrive à près de 100 gouvernements en quelques années, avec des remplacements permanents, des gens qui sont virés du jour au lendemain, enfin, mais tous ont ramassé le maximum. Et puis, on arrive ensuite à la Première Guerre mondiale, on en sort, on revient à cette Troisième République, et puis on arrive ensuite à la Seconde Guerre mondiale. À la fin de cette Seconde Guerre mondiale, alors on arrive à la Quatrième République. Alors la Troisième République se termine après la Seconde Guerre mondiale et est effacée directement par Pétain. Et puis après la guerre, on lance une Quatrième République. Quatrième République qui s'achève par la création de la Cinquième par De Gaulle en 1958 et qui amène une nouvelle constitution. Mais entre-temps, cette République a toujours combattu les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme s'opposent naturellement à la République. Dans une République, on ne peut pas être tous égaux, c'est le contraire. C'est une caste maçonnique qui contrôle le pays, qui utilise ce principe-là, et donc on retombe dans les principes grecs ou romains de l'époque, à savoir, on crée une oligarchie, c'est-à-dire qu'on donne des moyens aux gens, grâce à la corruption, de s'enrichir outrageusement, et ils poursuivent en permanence en transmettant, et quand vous regardez par exemple tout le monde politique actuel et toutes les hautes places du monde politique actuel, vous allez retrouver les membres de famille de ceux qui étaient là avant, et ainsi de suite. Et donc ce schéma qui reste permanent leur permet en permanence d'être les seuls et uniques gouvernants, les seuls à pouvoir piller le pays, et piller le pays, ça veut dire piller le peuple, ceux qui travaillent. Et donc, quand vous avez un des symboles maçonniques, regardez bien, tous les hauts francs-maçons, ils ont toujours la main, comme Napoléon, la main droite fermée, pour bien dire « je ne trahirai jamais ». Mon rôle, c'est de vous piquer de l'argent, c'est de vous exploiter, mais jamais vous me verrez travailler. Donc, la plupart des francs-maçons reprennent toujours les mêmes symboles qui se poursuivent au cours des siècles même. Et donc, la République est le pire système qui soit parce qu'il essaye de donner aux gens l'illusion d'une démocratie. Le concept de République n'a jamais été adopté par les penseurs, par les vrais penseurs, ceux qui ont écrit cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Et c'est pour ça que pas une seule fois vous verrez le mot république ou le mot démocratie dans ce texte. C'est un texte fait pour les humains, c'est un texte fait pour les hommes, pour les citoyens. C'est l'homme et le citoyen. Donc c'est n'importe qui dans le pays qui est concerné par ce texte. Alors forcément, ils cherchent à le combattre, donc à l'ignorer complètement dans leurs lois, etc. Et puis un petit peu avant De Gaulle en 58 qui met en place la Ve République, sous la quatrième, ils s'établissent déjà leurs propres privilèges. Donc, ils mettent en place des lois pour dire, nous, on est au-dessus du peuple et des citoyens, donc on a droit à des retraites supplémentaires, on a droit, quand on arrête quand on perd notre place, on a quand même tous les droits économiques, on touche des rentes à vie, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est fait aux alentours des années 53, 54, 55. Je ne sais pas à quelle période ça commence à apparaître dans les textes de loi, mais c'est mis en place. Et en 58, lorsqu'il lance la Ve République, le principe, c'est d'oublier les droits de l'homme, de les ranger à un niveau inférieur, d'oublier la Quatrième République et surtout son préambule qui établit des règles basées sur les droits de l'homme. Et donc, la première de ces règles, la plus importante, c'est le fait que tout ce qui appartient au pays et qui sert à tout le monde, tel que l'électricité, le gaz, les communications, tout, appartient à tout le monde. Et donc, ça ne peut en aucun cas être privatisé. Ce qui fait que c'est ce qui garantit que les Français sont toujours les maîtres des points les plus importants qui concernent tout le monde, et en même temps, ils sont aussi sûrs de n'avoir ils n'ont pas de dividendes à payer, donc ce ne sont que des entreprises rentables pour tout le monde, et que chacun paye le minimum qu'il a à payer. Donc ce principe est établi par le préambule de 46, et donc, ils sont repris par De Gaulle, qui s'oppose, mais qui a quand même accepté la franc-maçonnerie, même s'y oppose à travers ces quelques textes qu'il a quand même réussi à introduire et qui restent juridiquement et qui sont analysés jusque dans les années 80, analysés par l'ensemble des docteurs en droit, des juristes de plus haut niveau, et qui établissent des normes hiérarchiques dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'il faut absolument comprendre. Quand on vous parle de constitution, la constitution, ce n'est que le choix du régime. Ça n'a rien à voir avec les règles qui régissent la France. Les règles qui régissent la France, et la première de toutes, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ensuite, le préambule de 46 qui est additionné. Et après, vous avez le régime politique choisi par les dirigeants. Et là, ils ont choisi la République. Donc, ça veut dire que si on avait eu des dirigeants qui choisissent un empire, on aurait un empereur. S'ils avaient choisi une autre formule, quelle qu'elle soit. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont appelé République, res publica, la chose publique, comme si ça intéressait tout le monde, mais en même temps, ils annulent les conditions de la République. Donc, les conditions de la République, c'est que tout ce qui est en France appartient à tout le monde, mais tous les bâtiments de luxe et tout ce qui est de luxe leur appartient qu'à eux. Vous n'y avez pas le droit. En même temps, tous les biens assez intéressants pour être privatisés, parce qu'ils savent que la France va être liquidée, il faut vendre au maximum pour remplir les poches. Pour se remplir les poches, il faut vendre ce qui a le plus de valeur en France. Donc, les entreprises les plus performantes, les richesses naturelles créées par nos ancêtres, donc le nucléaire, tous les liens avec lesquels on obtient du gaz pas cher, et ainsi de suite, et toutes les richesses naturelles de France, il faut les vendre le plus vite possible pour se remplir les poches avant que la France disparaisse. Et donc, comme ils ont pour programme la disparition de la France, car la France les gêne à cause de cette déclaration des droits de l'homme, qui pourrait aujourd'hui toujours renverser comme un rien la République, parce que c'est la loi française. Et cette loi, déterminée par les docteurs en droit et les juristes de plus haut niveau, est au-dessus de tout, au-dessus du préambule et au-dessus de la Constitution choisie par les politiciens. Et donc, cette République s'est présentée depuis le début comme étant démocratique, pour faire croire au peuple
Et donc, on a ajouté ce mot et maintenant, les politiciens, à tout moment, vous disent ça, c'est la démocratie, ça ne l'est pas. Par exemple, les méchants arabes qui ont des rois, des émirs, etc., ils sont méchants. Mais heureusement, au milieu, on a mis l'Israël pour donner le bon exemple de la vraie démocratie. Donc, leur notion de démocratie est un mensonge gigantesque, mais en attendant, pendant tout ce siècle et le siècle précédent, ils ont travaillé, en particulier grâce à la Première et la Seconde Guerre mondiale, à transformer tous les pays qui étaient encore libres en république. Et la République, c'est la franc-maçonnerie qui a tous les pouvoirs. Et donc, de cette franc-maçonnerie, on passe à une oligarchie, qui est le vrai régime qu'on a en France, c'est-à-dire des groupes de familles immensément riches et qui ont tous les pouvoirs sur tout le pays. Donc voilà l'histoire de la République, une histoire qui n'est pas belle du tout. La République n'a jamais fonctionné tout au cours de nos 5 ou 6 000 années qu'on connaît de notre histoire. La République a toujours provoqué le désastre et l'effondrement de la société. Et donc là, c'est la société européenne qui va s'effondrer. Et ils essayent de gérer cet effondrement d'abord en s'enrichissant le plus possible avant, pour que là où ils vont aller après, ils vont pouvoir continuer exactement comme à l'Empire de Rome. Ils ont créé Venise, ils ont créé toutes les richesses maritimes et développé le plus grand pouvoir maritime. Donc l'esprit est toujours le même. Le principe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une évolution dans le plus, où donc on amène les jeunes enfants maintenant à la perversion sexuelle grâce au fait de mettre à leur portée les outils de pornographie. Et dans cette pornographie, en augmentant sans arrêt le vice pour les amener toujours au plus. Et avec ce plus, ils garantissent le satanisme qui les caractérise parce que eux n'ont aucune limite d'aucune sorte. Et quand on comprend ça, on comprend pourquoi tant de gens intègres sont assassinés, on comprend pourquoi tant de, on va appeler ça des réseaux pédocriminels sont très protégés, hyper protégés, et dans toute l'Europe, parce que c'est pas qu'en France, même si la France est surnommée maintenant Pédolande, tous les pédophiles du monde savent qu'en France, on trouve tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas que la France. La Belgique, c'est pas mieux, l'Allemagne, c'est pas mieux, l'Espagne aussi, et on retrouve toujours ce schéma grâce à la franc-maçonnerie qui s'étend dans tout le monde occidental et qui va toucher également l'Inde, la Chine, et qui va accéder à tout le reste du monde, et ils vont établir leurs règles et leurs pouvoirs sur le monde entier de cette façon. C'est leur plan. Un plan que par hasard j'ai découvert dans les années 90, que j'avais soupçonné avant, mais bon, j'ai été vite ralenti parce qu'en sortant le premier livre de la démosophie, on m'a mis en prison pendant 3 ans. Et puis, je suis parti à l'étranger, et puis après, j'avais l'âge de fonder une famille, etc. Donc, j'ai voulu me ranger complètement et oublier ce qui se passait réellement et m'occuper de développer ma famille, etc. Mais en voyant qu'ils ont relancé leur programme en déclenchant la dernière phase, et la dernière phase, c'est aboutir au chaos total en éliminant les dernières petites choses qui peuvent les gêner. C'est ce qu'ils ont déclenché le 11-9, donc le 11 septembre 2001, avec cette opération sur les taux jumelles et ce programme qu'avait décelé avant moi William Guicard, qui avait expliqué le principe Blue Beam, les hologrammes par lesquels on peut faire croire énormément de choses aux gens. On peut leur faire croire aux extraterrestres, mais après, il y a tout un tas de gens qui sont intervenus là-dedans. Il y a en particulier les plus grands criminels, donc des gens comme Kissinger, des gens comme Bush, bon, la plupart de toute façon. Et de toute façon, tout ce que vous avez en haut du pouvoir d'un système totalement mafieux est basé sur la psychopathie. Et donc, si vous n'êtes pas un psychopathe, vous ne pouvez pas entrer au plus haut des gouvernements, vous n'avez aucun pouvoir, vous ne pouvez rien faire. Si vous êtes quelqu'un de moral, quelqu'un de droit, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui refuse la corruption, vous êtes condamné à être le plus pauvre et le plus maudit de tous. Dès que vous acceptez la corruption, dès que vous acceptez de vous prêter à n'importe quelle forme
de chantage et de corruption, alors là, ça y est, vous commencez à être un client intéressant. Et malheureusement, grâce à cette corruption, ils pourrissent totalement les réactions saines des gens. Et donc, des gens qui pourraient être sains sont vite embarqués dans des groupes ou dans des mouvements qui sont menés par ces gens-là. Ils sont complètement embarqués là-dedans. Par exemple, en politique, vous avez les gens naturels qui prennent le pouvoir, etc. Et puis, ils ont parmi eux des gens qui sont comme eux, mais dont on va se servir pour contrôler les populations. Et donc, on met des politiciens de seconde zone pour occuper les populations, leur faire croire qu'ils se battent contre ceux qui dirigent, qu'ils veulent rétablir la morale, etc. Et ceux-là vont progresser parce que ils font partie de la secte. Et eux vont mobiliser une multitude de gens derrière eux parce qu'ils ont tous les moyens de le faire. Tous les appuis, toutes les protections, etc. Et donc, ils apparaissent comme des gens intègres, ils apparaissent comme des gens honnêtes, ils apparaissent, et c'est le métier de la politique, c'est de faire apparaître. Et le paraître n'a rien à voir avec le réel. Et donc, les gens qui sont réels sont totalement effacés. Vous n'en connaissez pas du tout, il n'y en a pas. Ils sont complètement tenus à l'écart de tout, de façon à ce qu'ils ne risquent pas de gêner le plan qui continue d'avancer, lui, tous les jours. Donc cette république, ils l'ont associée à la démocratie pour faire croire aux gens, vous votez, donc c'est de la démocratie. Le pire des systèmes, c'est le vote, qui est une véritable escroquerie intellectuelle, morale, à tous les niveaux. On vous met des affiches, vous regardez des promesses, vous écoutez les promesses et vous regardez la tête des gens. Et après ça, vous votez, ce qui ne veut strictement rien dire. Et moi, je suis particulièrement visé parce que j'ai découvert à force, j'ai découvert un système de vraie démocratie qui n'a rien à voir avec ça. Et j'emploie le mot démosophie pour en parler parce que démocratie a tellement été galvaudée, vulgarisée, associée au mensonge permanent de la République qu'il fallait absolument se dissocier de cela. Et j'appelle ça la démosophie parce que c'est une vraie démocratie, où là, il n'y a plus aucune possibilité de corruption, il n'y a plus aucune possibilité que l'oligarchie se remette dedans, et n'a plus aucun pouvoir. Et donc la France n'est plus pillée du tout. Alors avec un tel schéma, ben, je suis condamné à la pauvreté, je suis poursuivi par la justice et je peux avancer nulle part. Mais j'essaye un peu d'informer les gens, réfléchissez bien, vérifiez tout ce que je vous ai dit, vérifiez l'histoire de la République, qui est un mensonge gigantesque. Et cette constitution d'aujourd'hui, ils s'en sont servis pour vous faire croire à la République, donc à la démocratie. Mais en plus de ça, maintenant, ils s'attaquent aux droits de l'homme. Et ils violent totalement toute la déclaration des droits de l'homme, ils violent la souveraineté du peuple, ils violent tous les droits que vous aviez à travers cette déclaration. Et donc, ils nient totalement la déclaration des droits de l'homme, malgré le fait que, juridiquement parlant, c'est bien au-dessus de la Constitution et que celle-ci, légalement, juridiquement, n'existe plus. Elle n'existe plus parce qu'elle a été bafouée avec violence par le traité de Lisbonne, et donc la Constitution n'est plus valide. Et si la Constitution n'est plus valide, ça veut dire qu'on n'a plus de République. Et cette période, après 1789, où pendant 2 ans, la franc-maçonnerie a composé des assemblées pour prendre le pouvoir et a abouti à créer sa première République, eh bien, moi, je propose qu'aujourd'hui, on crée une assemblée de gens sains, de gens qui n'ont rien à voir avec ça, qui ne peuvent pas être influencés, qui sont conscients de tout ce qui se passe et qui préparent une nouvelle constitution où on choisira, et les Français choisiront réellement le système qu'ils veulent. Est-ce qu'ils voudront à nouveau d'une république? Ça m'étonnerait beaucoup. Mais peut-être une forme de république complètement différente, puis trouveront un nouveau nom. Parce que res publica, ça vient du latin, mais la chose publique, ils peuvent le dire en français, le bien commun. Et ils peuvent appeler la France, c'est sous bien commun, ou ils peuvent trouver n'importe quelle formule. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie que les politiciens refusent d'utiliser, mais grâce à la technologie, on peut tous se réunir, on peut tous participer,
Et moi, j'ai mis au point le système pour mettre en place une vraie démocratie où tout le monde, naturellement, peut participer à tous les actes qui touchent la vie française. Et c'est pour ça que je fais très peur à ces gens-là et c'est pour ça que je suis tenu complètement à l'écart. Voilà ma petite histoire de cette république que maintenant tout le monde appelle la République, parce que c'est vrai que c'est une association de ripoux, c'est une association mafieuse des pires criminels qui soient, parce que pour toucher à des enfants, il faut vraiment que ce soit des gens de la plus basse extraction. Donc c'est les gens les pires qui vous dirigent. Et si vous en prenez conscience, alors il faut les arrêter, rétablir une vraie justice, parce qu'ils ont pourri, y compris la justice, et remettre complètement notre pays en ordre. Ça va être un travail énorme, mais complètement faisable, avec beaucoup de gens qui pensent comme moi. On a déjà établi les lignes générales à partir desquelles ça va être très facile ensuite que le peuple de France recrée toutes ces institutions qui ont été détruites par nos derniers dirigeants. Et je ne m'arrête pas à Sarkozy. Sarkozy, d'accord, a été envoyé par les USA pour détruire la France et préparer le terrain pour les suivants, donc mettre la France dans l'OTAN, dans l'Europe, etc. Mais ça avait commencé déjà avant avec Chirac et Mitterrand. Et encore avant avec Giscard d'Estaing qui était déjà impliqué, qui était déjà un membre Bilderberg. C'était déjà un des membres alors, les Illuminati supervisent le tout, créent des associations comme le Club Bilderberg, comme la CFR ou la Trilatérale et tout un tas d'autres organismes. Ils ont créé aussi l'OMS, l'OMC. Ils prennent la main sur tout. Ils ont conçu aussi le tribunal international de la Haye. Enfin, voilà, ils ont mis la main sur absolument tout. Mais tout ça peut être annulé en un rien de temps si un pays se sort de tout ce système. Et un pays qui se sort de tout ce système et dont le peuple est responsable, c'est un pays qui a tous les outils très rapidement pour savoir le faire. Et nous, on a déjà tracé toutes les grandes lignes. Le tout maintenant, c'est de mettre en place cette vraie démocratie. Et pour cela, il faut 3 mois. 3 mois de sécurité pour pouvoir le faire. Et sans l'armée, c'est impossible. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait de nombreux appels à l'armée. Mais l'armée aussi a été phagocytée. Tous les généraux sont dans la franc-maçonnerie. Et puis, dès que quelqu'un représente un danger, on le fait rentrer à la franc-maçonnerie ou on l'écarte et on le met sur une touche. Et le mettre sur la touche, c'est très facile dans l'armée, comme c'est très facile dans tous les secteurs. C'est ce qui se passe aussi en médecine, c'est ce qui se passe dans l'enseignement. C'est toujours le même système. Et si les gens en prennent conscience, alors ça pourra commencer à changer parce qu'on arrivera à réunir tout le monde, y compris l'armée, pour défendre le droit, la morale, le juste. Et à ce moment-là, on aura les moyens de mettre en place cette démocratie réelle. Et là, ça changera absolument tout, parce que là, c'est toute l'intelligence que vous retrouvez aujourd'hui sur Internet avec des gens qui vous donnent toutes les explications, les sociologues, les psychiatres, etc., qui vous donnent toutes les explications, tous ces scientifiques qui dénoncent le mensonge du Covid, tous ces gens qui savent expliquer et qui sont sincères, qui travaillent réellement. Et donc, ces gens, on les trouve sur Internet, regroupés sur quelques sites comme Odyssée, comme Crowdbanker surtout. Et donc, ce sont ces gens qui peuvent demain être les experts dont la France a besoin. Écoutez des gens comme Charles Gave ou Marc Toiti et vous aurez des idées financières totalement différentes de ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Parce que ce sont des gens qui connaissent leur sujet et qui sont sincères et qui cherchent à affronter le système actuel. Donc, essayer de remplacer les hommes, virer Macron, etc., ne sert strictement à rien. C'est tout l'ensemble du système, c'est toute la mafia gouvernementale qu'il faut virer du jour au lendemain et faire passer devant les tribunaux pour les crimes pédophiles. Donc voilà un programme difficile pour lequel il reste peu de temps pour le réaliser, parce qu'eux ont déjà le plan pour faire disparaître la France, et ce plan pourrait se mettre en route très bientôt. Donc,
il nous reste peu de temps pour arriver à convaincre les gens intègres de l'armée, des forces armées en général, parce qu'il y a aussi des gens intègres dans la police, dans la gendarmerie, et, et c'est eux qui doivent faire leur travail, tout simplement, ce qui correspond à leur engagement. Leur engagement, il se fait vis-à-vis de la Déclaration des droits de l'homme. C'est la force armée est là pour servir la nation, c'est-à-dire le peuple de France. Et ça, c'est bien écrit très clairement dans cette Déclaration des droits de l'homme. Donc il faut qu'ils reviennent à cette Déclaration des droits de l'homme et qu'ils abandonnent leur engagement à la République. Ils ne sont pas là pour défendre la République, ils sont là pour défendre la France. Voilà, aidez-moi à convaincre les principaux dirigeants militaires. C'est notre seule chance de sauver la France.